Bonjour à tous. Ce dimanche 24 avril 2016, la Fédération de l'UDPS Belgique ainsi que la Ligue des femmes de l'UDPS ont commémoré l'ouverture démocratique lancée le 24 avril 90 par le maréchal Mobutu grâce à la lutte de l'UDPS et le président Etienne Tshisekedi après plusieurs années de dictature et d'oppression. La démocratie en RD Congo, hier, aujourd'hui et demain, était le thème développé lors de cette journée de réflexion par les différents intervenants, à savoir le représentant de la Fédération de Belgique qui a commencé déjà par lire le message du président qui fixe le peuple congolais sur la position de l'UDPS face à l'actualité politique, se référant à l'historique politique de la République après l'ouverture démocratique de 1990. Il y a eu Omer Kamba, combattant pionnier du parti, qui est revenu à travers différents témoignages sur l'historique de la lutte de l'UDPS pour la démocratie. Et Dr Loseke Tarsis l'a complété, lui qui est cadre du parti. Il a fait un état de lieu de la démocratie aujourd'hui en République démocratique du Congo après la lutte de l'UDPS. Monsieur Jean-Marie Moukania, responsable de la cellule de la formation du parti, a fait des prévisions sur ce que pourrait devenir la démocratie demain et a présenté quelques grandes lignes du projet de société de l'UDPS appelé à être mise à jour. Un jeu de questions-réponses s'en est suivi et l'Assemblée a eu l'opportunité de suivre l'apport du docteur Noël Tchani, auteur de l'ouvrage La force du changement. Suivez-le. Mais après cette histoire de la lettre, il faut dire que nous sommes déjà dans les 82. Vous avez suivi ce qui était ici. Mobutu a amené un groupe de parlementaires, dont membres, je crois que c'était 4. C'était 4. Donc, j'ai retenu surtout, il y avait Momolona, Capita et Guilla. Mobutu les a présentés devant les caméras ici, pour dire que voilà, cette histoire de 13 là, c'est fini. J'ai des témoins, voilà, certains d'entre eux sont là. Et j'ai eu à admirer la déclaration de Paul Capita. Il dit, peut-être nous sommes fatigués, nous, comme vous nous voyez là, nous lâchons, nous sommes fatigués. C'est trop fort, on ne peut pas continuer. Mais je vous informe que les collègues, eux, continuent au pays. Et ils continuent. Bon, nous sommes fatigués. Et pourquoi je dis ça? C'est le comportement des combattants, de vrais combattants. Donc on ne trahit pas les autres. Vous partez, vous avouez que vous êtes fatigué, vous arrêtez là. Et ça a été le comportement de beaucoup d'entre eux. Malheureusement, les jeunes que nous qui sommes venus après eux, on n'a pas fait ça. J'en profite pour dénoncer, quand vous êtes fatigué, quand vous voyez que ça ne vous arrange pas, partez tranquillement, faites ce que vous pouvez faire à votre niveau, sans détruire d'où vous venez. Chez moi, en Chiluba, on dit, c'est-à-dire quoi? Quand vous habitez une maison, une parcelle, vous voulez déménager, ne détruisez pas. Laissez, parce que les jeunes sont des plantes qui restent en permanence là-bas. Celui qui viendra va manger. Vous aussi, un jour, on ne sait pas, vous pouvez devenir là. Mais si vous aviez détruit. Donc ça fait partie des leçons que nous retenons pour nos amis, par exemple, qui disent, bon, moi j'en ai marre de l'UDPS, j'ai une autre solution, comme celle que nous avions trouvée pour aller rejoindre l'AFD d'Agoma, en plein bagarre. Nous sommes dit, mais Mobutu, on en a marre. Quand il y a des gens qui se battent avec les armes, nous allons. Nous sommes décidés, si avec quelques-uns, nous sommes allés. Mais ça ne nous a pas permis pour autant de détruire d'où nous venions. Aucune fois, personne ne peut témoigner, je le dis ici dans la salle, que le groupe qui est allé à Goma pour accompagner l'AFDL a eu une fois à critiquer même un seul membre de l'UDPS, ou à critiquer même l'organisation. Aucune fois. Parce que nous avions une pensée que Mobutu ne peut partir qu'avec des armes. Nous avons adhéré à ça. Bien que les résultats ont démontré le contraire par après. Mais l'ambition était louable. L'ambition, chacun trouve. N'oubliez pas qu'à Sun City, je vous dis, il y a eu aussi les autres hommes après nous qui étaient fatigués de ce qui s'est passé à Sun City. Ils ont dit nous prenons les armes. Ils ont fait une déclaration à Sun City. Nous prenons les armes. Je me rappelle, ces puits-là étaient parmi les signataires de ceux qui ont demandé de prendre des armes. Tout ça, ce sont des stratégies quand on est fatigué. Mais quand vous faites ça, oui, quelqu'un dit qu'on risque de dormir ici. Voilà.
Donc, on me donne encore 10 minutes pour me résumer, en quelque sorte. Donc, 82, l'organisation de la jeunesse qui appuie le combat des 13 et jusqu'au, surtout, parce qu'il y a eu environ 4-7 ans, de 80 jusqu'à 86. 86, il y a encore une délégation grave. Délégation grave de tous les membres fondateurs. Mais à ce moment-là, il y a un vide. Et c'est à ce moment-là que des organisations de base ont commencé à occuper le terrain. Organisation de base, jeunesse. Hein? Il y a eu une création, la base. Quand on dit base, ce n'est pas seulement des jeunes gens, mais des vieux papas. Hein? Vous allez à Massina, vous trouvez des Mutombo Makaku, vous trouvez des Kabeya Badiambouji, vous trouvez. Mais il y avait des gens. Ils l'ont en faveur de qui? Ils l'ont en faveur de qui? Qui? Alors, ces vieux-là, croyez plus que les jeunes dans le fait de l'UDPS. Ah, ils nous poussaient devant. Ils disent, mais allez-y. Alors, nous sommes organisés. On a dit que nous devons, pendant l'absence des autres, montrer que l'UDPS existe. Tapisser la ville de Kinshasa, des écrits UDPS 24 partout. Et on y allait notamment, y compris les chargeurs de Nemba, ou quelques-uns d'entre de l'IMT. Ils sont montés jusqu'au niveau là de chargeurs là, pour accrocher le drapeau UDPS 24. C'était. Et les gardes civils étaient là, dormaient en bas là. Ces gars ont fait ça. Ce sont des démonstrations pour dire que le courage, lorsqu'il nous prend, on ne craint rien. Parce qu'on arrêtait, on tuait. On arrêtait, on tuait. Mais les gars ont tenu bon. Jusqu'au retour de fondateur de cette délégation, où, avant le retour, il y a Makanda, Anaté Chamboui, qui est l'amené de Bena au village où il était, à Kinshasa. Il était déjà empoisonné depuis là-bas, on l'amène à Kinshasa, Ngalema. Ça ne tenait pas, on l'a amené ici en Europe, il est mort. Et Makanda Chamboui était une des grosses têtes, la tête la plus révolutionnaire de tous les 13. C'est chez lui qu'il y avait des stratégies, de formation même des jeunes. Nous ici, nous sommes sortis de sa bibliothèque. Et alors, il disait oui, la lutte, nous l'amenons, mais il faut avoir des stratégies qui permettent. Il ne permettait pas qu'on arrête par exemple les gens. Mais quand nous avons été arrêtés chez Boulouzi, il était fâché. Il dit, mais c'est pas vous, la crème on ne l'arrête pas. Et se cache la clandestinité pour continuer. Mais c'est à cette époque-là, quand Makanda meurt, que tout s'ébranle. Ça s'ébranle au niveau des autres qui ont eu une émotion qui a fragilisé, qui a permis à Nkema, qui était le responsable de CNS, donc le Conseil national des sociétés, d'introduire une stratégie pour diviser les 13 afin de régner. C'est à cette occasion que Kyungu, par exemple, a été pris dans le rang de Mobutu, notamment Kyungu Okumasa, pour être le premier débouché à cette époque-là. Et nous avons connu le lâchage, débauchage. Il est arrivé cette histoire de dialogue, une sorte de dialogue, une sorte d'accord de badalité. Mais c'était, qui va se aller, mais rigoler avec ça, il disait c'était des accords verbaux écrits. Verbaux écrits. Il n'y a pas eu de papier quelque part sur lesquels nous avons signé en réalité. Alors, mais en fait, c'était que, en quoi consiste cet accord? L'UDPS cessait de... Applaudissons. Sur ce, je vais passer à la démocratie en RDC aujourd'hui, ou le combat pour la démocratie aujourd'hui.
Pas le docteur Luseke que vous connaissez, que je n'ai plus envie de présenter, puisque vous le connaissez. Merci André. Monsieur le représentant, Madame la Présidente de la Ligue, chers cadres de l'UDPS, chers compatriotes, distingués invités, nous venons de suivre une histoire pathétique de la lutte de notre parti, la lutte pour la démocratie, la lutte pour l'état de droit. Je pense, et c'est la certitude, que ceux qui se sont engagés dans cette lutte avaient un idéal et ils ont perdu leur vie pour cet idéal d'amener le Congo, à l'époque Zaïre, à une véritable démocratie et à un véritable état de droit. Je ne sais pas si vous l'avez fait avant que je n'arrive. Il est tout à fait normal qu'en cette journée du 24 avril, que nous puissions leur rendre hommage avec une minute de silence, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs qui m'ont convié à prendre la parole lors de cette journée de réflexion de notre parti. Je vais essayer de circonscrire mon exposé, puisqu'il m'avait été demandé de parler de la démocratie pendant le règne de deux Kabila, c'est-à-dire du 17 mai 1997 à ce jour. Et je pourrais même l'allonger jusqu'au 19 décembre 2016. Et vous pouvez comprendre pourquoi. C'est très difficile. C'est une mission quasi impossible, mais bien que l'exercice soit difficile, je vais m'y atteler. Mais pour qu'on se comprenne, M. Omer Kamba s'est limité à 98, au 17 janvier 88. Non, c'est le 17 janvier 88. Il y a un morceau qui n'a pas développé jusqu'au 24 avril 1990. Je voudrais juste revenir légèrement en arrière pour que vous puissiez comprendre la suite. Beaucoup d'analystes sont d'avis qu'il y a une similitude entre la situation actuelle de la RDC et celle qui régnait à l'époque de Mobutu, déjà aux environs fin des années 80 et début des années 90. La seule différence qu'il y a maintenant, c'est que nous sommes à la fin d'un mandat, d'un second mandat, d'un chef de l'État qui doit impérativement quitter le pouvoir comme la Constitution lui commande. Mais nous savons aussi qu'il fera de la résistance, même s'il faut sacrifier des vies humaines. C'est la preuve même que nous ne sommes pas encore en démocratie. C'est un secret de polichinelle en suivant les faits et gestes de la famille politique de M. Kabila. Mesdames et messieurs, combattants et combattants, chers compatriotes, la fin de la transition de M. Mobutu a été très chaotique, tant sur le plan économique, politique que social.
À cette grave crise s'étaient greffés les événements que vous avez suivis de l'Est du Zaïre, matérialisés par le passage des réfugiés hutus-rwandais vers le Congo, vers le Zaïre à l'époque. Ils ont occupé le nord et le sud du Kivu de l'époque. Compte tenu de cette situation-là, à Kinshasa, Mobutu se sentait déjà dans une situation inconfortable. À l'Est, il y avait déjà un état de non-droit, c'est-à-dire avec ces réfugiés-là, la situation était incontrôlable. C'est à ce moment-là que la communauté internationale a multiplié des missions en direction de M. Mobutu pour lui demander de quitter le pouvoir. Je crois que beaucoup d'entre vous se souviennent encore du passage de l'ambassadeur Bill Richardson qui n'a pas mâché ce mot. Ici, il y a Kerry qui fait lui-même le travail, pas plus tard 2 jours à Washington. Je voudrais établir des similitudes entre la fin du régime de Mobutu et ce qui pourrait arriver dans notre pays. Bien qu'affaibli par la maladie et l'impopularité, Mobutu ne manquait pas de multiplier des manœuvres dilatoires pour conserver le pouvoir avec un petit cercle de ses collaborateurs civils et militaires. Évidemment, ce petit cercle était occupé à se réduire comme la peau de chagrin. Du côté de l'armée, il y avait aussi la forte grogne liée au fait que les conditions sociales des militaires ne cessaient de se dégrader. C'est à ce moment-là qu'éclate la guerre de l'AFDEL à l'Est. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant cette guerre, mais ce que je peux vous dire, c'est que la situation politique que nous avons créée, nous, de l'opposition, à ce moment-là, faisait que les militaires étaient fort endoctrinés. Et à un moment donné, il n'y avait plus d'hommes de troupes qui voulaient combattre pour M. Mobutu. L'AFDEL n'a fait qu'un passage éclair de Goma à Kinshasa. Certains ont parlé de la guerre commanditée par la communauté internationale, mais ce qu'on sait, c'est que parmi les personnes qui ont soutenu la guerre, il y avait 3 pays, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. À l'approche du 17 mai 1997, au niveau de l'armée congolaise, il y avait déjà des dissensions entre les officiers supérieurs. Kabila était déjà à Lubumbashi, il avait constitué pratiquement son état-major à Lubumbashi. Mais ces troupes étaient déjà à Kenge lorsque la situation devenait, nous qui étions à Kinshasa à ce moment-là, on sentait déjà que quelque chose allait arriver rapidement. Et voilà que le 17 mai, avec les concours des Rwandais et des Burundais, Kinshasa est tombé, le dictateur a fui, nous l'avons vu, nous qui habitons tout près du boulevard 30 juin, on l'a vu, on a vu son cortège partir, et c'était la chute du plus féroce dictateur de l'Afrique de l'époque, qui a régné pendant 32 ans à la tête du Zaïre. Évidemment, Laurent Désiré Kabila, qui était le porte-parole de l'AFDEL, s'est autoproclamé président de la République à partir de Lubumbashi. Je n'entrerai pas dans beaucoup de détails, je veux vous dire tout simplement que lorsque l'AFDEL est arrivé à Kinshasa, l'UDPS était toujours debout.
Mais craignant l'UDPS qui avait le terrain pour elle, excusez-moi, eh bien, Kabila a posé le premier geste d'interdire les activités des partis politiques. Il n'y a aucun parti politique en dehors de l'AFDEL qui devait exercer ses activités. Mais avec le charisme et la perspicacité de notre leader Maximo, l'UDPS était toujours debout. C'est ainsi que, malgré cette interdiction d'activité des partis politiques, l'UDPS a continué à exercer ses activités jusqu'au moment où il y a eu le dialogue intercongolais de Sainte-City. Et c'est l'UDPS qui a été le porte-flambeau de l'opposition au dialogue intercongolais de Sainte-City. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails concernant cette période, puisque Kabila a connu la guerre de ses alliés, ils sont allés siéger. C'est le moment qui nous prouve qu'ils aiment bien ce pays, en demandant eux aussi une requête d'interprétation de l'article 73 qui, à mon avis, dit le contraire de ce qu'eux souhaitent. C'est-à-dire, l'article 73 oblige à ce que le scrutin présidentiel soit convoqué impérativement pour le 19 septembre de cette année-ci. Je voudrais terminer, chers amis, mon exposé en vous disant ceci. Nous devons nous mettre en tête qu'il y a deux dates fatidiques que nous devons impérativement faire respecter. La première date, c'est le 20 septembre 2016. La CENI doit convoquer impérativement le scrutin pour l'élection présidentielle. Si la CENI ne convoque pas le scrutin présidentiel à cette date, c'est déjà une violation de la Constitution de manière intentionnelle que nous ne pouvons pas accepter. Et à ce moment-là, nous pouvons actionner ce qu'il faut pour défendre la nation. Deuxième date, c'est le 20 décembre 2016. S'il n'y a pas un nouveau président élu, M. Kabila devient illégitime et illégal pour diriger le Congo. Quand il devient illégitime, j'ai dit, d'abord illégitime, ça veut dire qu'il ne peut plus commander ce pays. Il ne peut commander que peut-être son chauffeur, ou sa femme, ou son fils. Oui, il a un fils. Oui, son fils. Mais il ne peut plus commander les Congolais, en général. Et les Congolais aussi n'ont aucune obligation de lui obéir. C'est-à-dire, le 20 décembre, vous pouvez même arracher partout ses effigies pour montrer qu'il n'est plus président de la République. Il devient illégal puisqu'il aura violé la Constitution. Dans tous les cas de figure, nous savons que M. Kabila fera de la résistance pour conserver le pouvoir, mais c'est à nous de prendre nos responsabilités. À l'allure où vont les choses, notre pays risque de traverser des moments très difficiles, des moments de turbulence, connaître des violences intenses auxquelles nous allons faire face. Étant donné qu'on dit qu'en politique il n'y a pas de risque zéro, il va falloir que nous puissions nous y préparer sérieusement. Face à nos adversaires, il faudra faire preuve de courage, chasser la peur et surtout la cupidité. Pour ce qui est de l'UDPS, je viens de vous parler du Congrès. Il y a des ajustements qui vont se faire certainement au niveau de la direction politique, mais nous espérons qu'avec une direction politique rénovée, prête au combat,
nous sommes capables de relever tous les défis majeurs qui vont se présenter à nous. Ce sera le moment d'ailleurs de faire appel à toutes les forces de changement pour un grand rassemblement autour de notre leader Maximo. Nous devons faire échec aux manœuvres diaboliques qui sont en cours du camp du pouvoir en place. Pour les acteurs politiques de l'opposition en général et les membres de la société civile, je pense que c'est le moment de mettre nos égos de côté et privilégier les sauvegardes de notre pays. Le pays est en danger. Si M. Kabila fait le passage en force, nous en avons pour longtemps avec la misère, avec la pauvreté et j'en passe. Je voudrais terminer mon propos, puisque vous êtes cadre du parti ici, en vous demandant tous de rendre grâce au Seigneur qui a fait que notre président a pu recouvrer sa santé. Il a connu des moments difficiles et pénibles pour lui, pour sa famille et pour nous, cadres de l'UDPS, et le peuple congolais aussi, je crois. À cet effet, je demanderai aux représentants de s'organiser pour que nous puissions organiser une messe d'action de grâce avant son retour au pays, de manière à ce que Dieu l'accompagne dans cette lutte qui va être très dure et à bientôt. Vive l'UDPS, vive la diaspora congolaise et que vive la RDC. Je vous remercie. Je voudrais remercier le Dr Rosek pour cette brillante exposé que je veux peut-être tenter de résumer en 2 phrases sans lui faire un affront. C'est que notre pays, malgré le 24 avril 1990, n'est pas encore démocratique. Ce qui s'appelle République démocratique du Congo devrait s'appeler République entre parenthèses Congo. Dictatoriale du Congo. Mais grâce à la maturité de notre peuple aujourd'hui, une maturité qui lui a en tout cas été apportée par une lutte héroïque de l'UDPS et ses fondateurs, ce peuple aujourd'hui est capable de rejeter tout système d'assujettissement et il manifeste la ferme volonté de vivre dans un état de droit démocratique où prévalent les valeurs de liberté, de justice et de primauté d'intérêt général et du bien commun. La période qui nous sépare maintenant, peut-être déjà depuis 15 mois ou même un peu plus, jusqu'au 30 décembre 2016, c'est une période très délicate. Dr Rosek a eu le loisir de soulever tous les problèmes qui se présentent devant nous et pour lesquels nous devons être non seulement très attentifs, mais surtout vigilants. Parce que c'est une période très délicate pendant laquelle la nouvelle dictature en formation, qui est déjà une dictature, va employer tous les moyens très subtils, parce qu'elle ne va pas faire comme Mobutu avec les tortures, bien qu'elle le fait déjà. Avec les tortures pour se maintenir, non, ils sont en train de travailler dans des subtilités pour essayer de se maintenir. À nous d'être vigilants, à l'UDPS de continuer à mener la lutte en portant le flambeau pour qu'à jamais on n'ait plus de dictature dans notre pays. Voilà ce que je peux
dire par rapport à cette présentation. Je remercie encore une fois Dr. Leseg. Et je vais passer la parole au dernier orateur qui va nous parler du projet du parti. Donc lui, il ne doit pas être très long parce que notre projet en termes de démocratie, il est assez succinct. Jean-Marie Moukana, tu as la parole. Merci André. Mesdames et messieurs, quel que soit le système politique du pays ou des pays, la vie en société implique soit un large consensus national, ce qui est rarement atteint, soit tout au moins un choix majoritairement significatif par rapport à d'autres choix des citoyens. Dans les faits, le consensus ou le choix majoritaire ne sont pas évidents, car il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a une multiplicité des besoins à satisfaire, il y a diverses solutions, il y a des points de vue souvent divergents. Alors, pour concilier tout cela, il faut agréger les choix des électeurs et les harmoniser, donc harmoniser leurs préférences, qui sont d'ailleurs contradictoires, pour pouvoir arriver à quelque chose de cohérent. C'est le rôle que se donnent les partis politiques et les leaders politiques à travers des modèles ou de projets de société. Comme les partis et les candidats ont pour mission principale de diriger les pays dans l'intérêt des citoyens électeurs, ceux-ci, donc les électeurs, devraient donc faire confiance aux partis et aux hommes politiques sur base des solutions aux besoins et aux problèmes de la société, et donc sur base de la pertinence et de la cohérence de leur discours, sur base du réalisme de leur projet de société. C'est comme cela que devrait fonctionner la démocratie. Nous proposons un modèle, nous sommes nombreux, plusieurs partis, les électeurs répondent par rapport à ce que nous proposons comme projet, comme modèle. Mais, que font souvent les hommes politiques, particulièrement chez nous au Congo? Chez nous, c'est plutôt pavaner dans des grosses voitures, distribuer des t-shirts et des paniers à leurs effigies. C'est rappeler qu'on a dirigé une équipe de football, par exemple, qu'on a des fermes qui marchent très bien ou qu'on a des entreprises qui marchent très bien. Mais ça, ce sont des projets personnels, ça n'intéresse pas les gens. Les gens s'intéressent à ce que vous présentez comme modèle, comme projet pour résoudre les problèmes du pays. Vous avez entendu, par exemple, que les gens promettent des tas de choses, qu'ils ont des slogans du type Kabila désir et autres là, tout ce que vous voulez, mais cela ne nous apporte rien. Et depuis 10 ans, 15 ans, on entend la même chose. En résumé, un projet de société, c'est l'ensemble de propositions pour résoudre les problèmes actuels et futurs d'une société, d'un pays. Ces propositions doivent être pertinentes, crédibles, cohérentes et acceptables pour les citoyens électeurs. D'où les questions suivantes. Au Congo, les partis politiques ont-ils des projets de société? Quel est le projet de société de l'UDPS? Ce projet est-il susceptible de modifier positivement le futur de la démocratie au Congo? Disons d'emblée que très peu de partis politiques congolais possèdent un projet de société. Regardez autour de vous, vous verrez que ce que je dis est vrai. Très peu. On écrit des petites notes, on balbutie quelque chose, mais il n'y a pas de projet cohérent, crédible, acceptable, qui ont fait l'objet d'une grande recherche. Il n'y en a pas beaucoup. Dans tous les cas, le projet le mieux élaboré, c'est celui de l'UDPS. L'actuel, qui a été rédigé en 2010,
a remplacé un projet de société qui date des années 80, qui reflétait déjà, qui répondait déjà aux questions du moment. Mais celui-ci, et je vais le démontrer, répond encore plus aux questions de l'heure. Notre projet de société, on l'appelle couramment le peuple d'abord. C'est un slogan, mais c'est déjà une réponse aux questions de l'heure. Parce que le pouvoir, les richesses ont été confisquées par une classe politique que vous connaissez. Et quand on dit le peuple d'abord, c'est pour remettre tout cela au peuple. J'en profite, parce que j'ai parlé de slogan, j'en profite pour jeter des fleurs à des très chers camarades, des petites sœurs, qui portent haut l'étendard de la lutte. Et elles ont tout compris. Elles se sont choisies des noms très symboliques. Roselyne, le peuple d'abord, Daniela, la luta continua, et une autre qui s'appelle encore la vérité des urnes. Ce sont des très beaux slogans. Il est dommage que ce soit peu connu, ou en tout cas peu utilisé. Bien sûr, le projet de société de l'UDPS doit répondre aux besoins actuels et futurs de la société. Mais comment appréhender ces besoins et quel type de solution y apporter? Je voudrais présenter ici deux types d'analyses. Il y a une analyse, le patronat, entre la majorité et l'opposition, entre les gouvernants et les gouvernés, pour amener les plus faibles à vivre heureux dans la société. Troisième caractéristique, la social-démocratie prône la défense de l'État-providence, avec des considérations diverses selon que l'on est dans tel ou tel pays. C'est donc la politique des politiques publiques plutôt fortes, et donc des gouvernements qui ont l'habitude de pratiquer l'interventionnisme économique pour accélérer le développement des pays pauvres, ou plutôt pour, parfois, rétablir l'équilibre dans les économies qui traversent des périodes de flottement ou de décroissance économique. Le deuxième type d'analyse, que j'ai appelé l'éclivage, c'est une rétrospective politico-historique. Celle-ci renseigne que les sociétés sont caractérisées par des luttes plus ou moins pacifiques, voire des guerres violentes. Lorsque les luttes induisent des grands changements, on parle de révolution. L'histoire a pondu plusieurs sortes de révolutions. Je dis plusieurs sortes de révolutions, que l'on peut regrouper en révolution de type industriel, qui est la plus connue, mais il y a des révolutions de type anticolonial, et ça s'est passé depuis le début de ce siècle. Il y a des révolutions de type mondialiste, où on retrouve maintenant les défenseurs d'un certain vécu à l'échelle du monde, etc., etc. Ces révolutions ont figé des clivages dans les sociétés. Il y a les pros et les anti-systèmes. Il y a les environnementalistes, il y a les cosmopolitistes et les ethnocentristes, il y a les internationalistes et les souverainistes. Les clivages, à leur tour, ont conduit à la constitution des familles politiques. Les familles traditionnelles ou populistes, les familles productivistes ou écologistes, les familles universalistes ou identitaires, internationalistes ou souverainistes. Donc, quand vous voyez cela, vous voyez comment évoluent les partis politiques. D'un point de vue idéologique, mais aussi d'un point de vue historique, la formation des partis politiques suit aussi le courant de l'histoire dans un pays
dans une partie du monde, dans un continent ou à travers le monde. Avec le temps, ces clivages s'accumulent, se superposent, se recoupent, s'interpénètrent, évoluent, perdent ou augmentent d'intensité et changent la nature des besoins, des problèmes et des solutions. Et les familles politiques évoluent avec l'évolution des clivages politiques. On peut le voir à travers l'évolution de l'écologie politique, par exemple, où ils ont changé plusieurs fois de nom, où ils se sont attaqués à plusieurs phénomènes qu'ils pensent que, en ce moment, ce sont les phénomènes qui sont à la base des malheurs dans les pays ou à travers le monde. Également, la démocratie chrétienne, on a vu comment elle a évolué, où maintenant, certains partis de la branche démocratie chrétienne n'ont même plus dans leur contenu, dans leur appellation, le terme chrétien. Également du socialisme, la famille des socialistes, qui est partie du communisme, socialisme, et aujourd'hui on a plus de partis dits sociodémocrates que des partis marxistes ou communistes. Ainsi de suite, même chez les libéralistes, c'est la même chose. Donc, selon la méthode utilisée, clivage ou idéologie, histoire ou analyse politique, on adopte une vision particulière de la société. Mais en définitive, les solutions proposées se rapprochent, se recoupent et sont pratiquement les mêmes. Mais seulement l'argumentaire peut parfois être différent. Parfois. Alors j'en viens au projet de société de l'UDPS. Une lecture attentive permet de retrouver d'une part les caractéristiques de la social-démocratie. C'est là l'analyse politico-idéologique. D'autre part, il y a l'argumentaire et la rédaction du projet de société, qui sont les leçons des luttes politiques de l'UDPS. C'est l'analyse politico-historique. L'analyse idéologique se retrouve dans l'article 9 et l'article 10 des statuts. L'analyse politico-historique se retrouve dans l'argumentaire du projet de société. Les deux ne sont pas compatibles, ils sont convergents. Le titre du projet de société, Le peuple d'abord, c'est l'antisystème. Il reflète donc les luttes qu'a menées l'UDPS contre les pouvoirs qui étaient là, le pouvoir de Mobutu et le pouvoir de Kabila aujourd'hui. Parce que ces pouvoirs ont privilégié le bonheur d'une classe des politiciens. Et l'UDPS dit le peuple d'abord. C'est donc une lecture historique des conditions de vie dans notre société. Le chapitre 1er résume le projet. Il énumère les enjeux du moment. Et ces enjeux sont comme une rétrospective de l'histoire du pays. Il s'agit de quoi? Le chapitre 1er dit ceci: la paix de cœur et d'esprit, la démocratie pluraliste, l'état de droit, la justice sociale et le mieux-être des citoyens. Dans l'ordre, cela signifie qu'il y a un préalable jusqu'ici non accompli. C'est la paix sociale. Ensuite, il faut poser les fondements d'un pays, d'un État ou d'une nation. C'est la démocratie, le droit et la justice. Et enfin, on peut seulement construire ou reconstruire et développer le pays. C'est le mieux-être des citoyens. Avec ça, tout est résumé. Remarquons de manière objective que c'est d'une logique implacable. Sans la paix sociale, il n'y a pas d'État,
et les citoyens continueront à vivre mal. Avec la paix sociale, on reconstruit l'État et on assure le bonheur des citoyens. On ne reconstruit l'État que quand il y a la paix sociale, et alors on peut assurer le bonheur des citoyens. Les citoyens ne sont heureux que quand l'État fonctionne. Et l'État ne fonctionne que quand il y a la paix sociale. On peut tourner dans tous les sens. C'est comme ça. Sans la paix sociale, rien ne se construit. C'est donc un préalable sine qua non. À ce propos, une petite anecdote. Un compatriote aujourd'hui, dans la Kabylie, m'accoste en ville, ici à Bruxelles. Mon cher Jean-Marie, qu'est-ce que tu penses du fameux dialogue? Qu'est-ce qu'on en pense à l'UDPS? Aura-t-il lieu ce dialogue? Je n'ai pas répondu aux questions telles qu'il voulait que je réponde. Je lui ai dit ceci. Mon cher Crispin, de toutes les façons, nous devons trouver un compromis pour sauver le pays. On ne peut pas continuer à vivre en guerre non déclarée, ni construire des bâtiments intelligents tout en détruisant le pays. La conversation s'est terminée là. Il ne pouvait plus continuer à me poser des questions. Je lui ai posé là les conditions préalables pour qu'on puisse reconstruire le pays. Donc, un État de droit se construit dans des conditions de paix sociale. Ce sont là des préalables. Même si vous faites la guerre, vous serez obligé de trouver un terrain d'entente entre les vaincus et les vainqueurs. Sinon, il faudra alors que le vainqueur puisse anéantir tous les vaincus. On a alors affaire à un régime d'assujettissement et d'intolérance. La conséquence, c'est la guerre perpétuelle, comme on dit chez nous à Kinshasa, Bomangai, Gapena, Bomayo. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Il faut à un moment donné qu'il y ait la paix sociale dans ce pays. Et avec ça, vous comprendrez pourquoi certains ne veulent pas du dialogue, ni de l'UDPS, ni de Tshisekedi, parce qu'il y a des crimes qui ont été commis. Des crimes qui appellent des dédommagements, de la repentance. Et il y en a qui ne veulent pas le faire. Vous comprenez aussi pourquoi il y a des partis politiques mallettes où les gens se cachent derrière les noms des partis politiques pour ne pas répondre des faits qu'ils ont commis. Vous comprendrez pourquoi il y a des partis qui sont des partis à caractère régional ou tribal, où les gens prennent en otage les gens de leur tribu parce qu'ils pensent que s'il y a la paix sociale, ils vont payer pour les crimes. À propos du projet de société, je vais vous donner une petite, je veux dire ici une petite façon, une petite manière pour lire et comprendre le projet de société de l'UDPS. Le projet de société tient en 20 propositions. Vous pouvez oublier les chapitres, il y en a 4. Retenez qu'il y a 20 propositions. Dans l'état actuel du pays, les notions d'éthique et de bonne gouvernance ont servi de fil conducteur dans la rédaction du projet de société. L'éthique, c'est quoi? C'est l'ensemble des normes et valeurs que l'on peut énumérer ou décrire, ainsi que des antivaleurs que l'on doit combattre. De manière pratique, on peut dire que l'éthique, c'est le rapport vis-à-vis des autres humains, de la nature et de la vie en société. La bonne gouvernance, c'est une gestion transparente et responsable. L'éthique suppose donc qu'il y a une gestion par objectif, la transparence dans la gestion, la responsabilisation, donc obligation de rendre compte et d'assumer les responsabilités.
ce qui suppose qu'il y a des audits et une évaluation avec des sanctions à la clé. Et l'éthique suppose qu'il y a une démocratie participative où les citoyens sont écoutés par les gouvernants. Et dans la rédaction du projet de société, la bonne gouvernance est déclinée sur le modèle politique, administratif, judiciaire, économique, financier, social, culturel, bref, sur tous les domaines de la vie publique. L'UDPS, et il faut retenir, préconise l'éthique et la bonne gouvernance pour gérer au mieux l'État, afin de construire un pays plus beau qu'avant et un pays plus beau que maintenant, ce qui est le contenu de notre hymne national. Je vous invite vivement à la lecture de ces 20 propositions ainsi que des articles 9 jusqu'à 14 des statuts du parti. Du reste, l'UDPS a toujours eu une bonne lecture de notre histoire. Souvenez-vous des accords de Lusaka, de Sun City et autres. L'UDPS avait envoyé des messages, des lettres au chef d'État de la SADC, de l'Union africaine, de l'Union européenne, jusqu'à l'ONU. Et si vous relisez très bien les termes de ces lettres-là, vous allez voir que ça correspond à l'accord de Lusaka. Essayez cet exercice et vous verrez que l'UDPS a toujours eu une très bonne lecture de l'histoire du pays. Il y a encore le dialogue. La feuille de route est sortie. Lisez la résolution 2277 et vous verrez que ça concorde avec la feuille de route de l'UDPS. Donc l'UDPS a toujours eu une bonne lecture de la vie politique du pays. C'est pourquoi je n'ai pas voulu m'attarder sur ce qu'est la ligne idéologique, même si j'ai un peu parlé de cela, et j'ai voulu voir le contexte historique pour que les gens voient qu'il y a une réflexion par rapport aux problèmes de la société. Le parti, je termine par là, le parti ou la fédération ferait œuvre utile en éditant une version du projet de société au format poche, en reprenant sur chaque page une proposition du projet de société, afin de permettre à tous de s'en imprégner. Et la lecture sera plus libre, plus simple, si l'on peut lire de manière aléatoire, si on peut lire chaque jour, ou si on peut lire en tout cas à sa guise. Je vous remercie au nom de la Fédération de Belgique et du Luxembourg. Merci. Je vais refaire le même exercice que tout à l'heure, bien que de manière un peu plus laborieuse que tout à l'heure, pour dire que l'UDPS est un parti du peuple, mais aussi un parti des intellectuels. Parce que comme vous l'avez suivi, nous sommes le seul parti à avoir, enfin le seul, j'ose le dire, hein, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre pays, qui ait un projet de société aussi savant, aussi élaboré, de manière très subtile, et pour ceux qui le liront, qui se donneront la peine de lire, ils constateront qu'il y a une cohésion, une cohérence d'idées dans cette complexité idéologique que connaît le monde aujourd'hui. Mais pour résumer, pour ceux qui n'auront pas le temps d'aller lire le projet de société du parti, je résumerai cela en disant simplement que notre projet de société donne priorité au peuple. C'est pour cela qu'il est intitulé « Le peuple d'abord ». Et que l'objectif principal, c'est un État de droit et démocratique, dans lequel
doivent prévaloir des valeurs de liberté, de justice et de bonne gouvernance. Tout cela avec comme objectif le bonheur du plus grand nombre et pas seulement de l'élite politique. Et le préalable, c'est la paix sociale. Voilà, résumé, le discours un peu plus de Jean-Marie Moukania. Avant de passer à la dernière partie de notre réflexion, nous allons continuer à réfléchir, mais avant de passer à la partie plus agréable, on va laisser quand même une demi-heure à l'assistance pour éventuellement soit mettre une réflexion, soit poser une question d'éclaircissement, soit rendre hommage à nos pères de la démocratie. Et pour cela, avant d'y arriver, je voudrais vous dire ceci, que les écrits, c'est la nourriture pour l'esprit. La présentation de notre aîné Omer Kamba sur le combat de l'UDPS, vous trouverez, il y a une référence. Ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il a dit en résumant est assez détaillé dans ce livre qui s'intitule Étienne Tshisekedi et son combat pour un état de droit au Congo-Kinshasa. C'est un livre qui a été écrit par votre serviteur en collaboration avec deux qui ne sont pas dans la salle et qui est sorti depuis 2000. Et il est en vente. Aujourd'hui, j'ai amené quelques exemplaires pour ceux qui veulent acheter. Ça va dans la caisse du parti. Ça a été publié depuis quelle année, s'il vous plaît? 2000. Depuis 2000. Oui. Et l'intervention du docteur Loseke sur les deux régimes de Kabila, c'est résumé dans un autre livre qui s'intitule L'interminable crise du Congo-Kinshasa, origine et conséquences. C'est aussi votre serviteur. Il est sorti en 2006. Vous pouvez vous en imprégner parce que les détails qu'il n'a pas pu donner se trouvent dans ce livre. Voilà, pour ceux qui veulent se procurer, aujourd'hui c'est destiné à la caisse du parti. Avant de terminer, je voudrais remercier nos trois orateurs, mais je vous laisse quand même quelques minutes pour éventuellement des réflexions, comme j'ai dit, des compléments ou partage des idées. Je voudrais d'abord vous remercier donc de cette présentation qui me permet d'avoir une vision complète de ce qu'un parti politique aussi grand que l'UDPS peut avoir comme réflexion et surtout donc du cadre dans lequel tout le monde semble pouvoir participer pour les questions d'actualité. J'étais très impressionné par toutes les présentations et particulièrement par ce que Jean-Marie Moukania a présenté sur le projet de société. La raison pour laquelle j'étais impressionné par cette présentation de Jean-Marie Moukania, c'est que j'ai préparé une vision de développement du pays qui s'intitule communément qu'on appelle le plan Marshall de la RDC. Et je me retrouve très bien donc dans la réflexion que Jean-Marie a menée. Je voudrais peut-être vous faire, si vous me permettez, peut-être 5-10 minutes, vous faire donc le résumé, 5 minutes peut-être, pas plus que ça, vous faire le résumé donc de ce que j'ai mené comme réflexion pour arriver donc à cette vision de développement. Oui. Je suis parti du constat que rien ne marche chez nous. Je suis parti du constat que quand on regarde donc la RDC, un grand pays comme celui-ci, avec 80 millions d'habitants, nous sommes devenus la risée du monde. Et moi, qui suis donc dans une institution de la Banque mondiale, je suis souvent embarrassé de voir que les pays qui viennent là-bas, qui nous présentent combien de progrès sont en train de faire. Tous ces progrès ne sont pas comparables à ce que nous sommes en train de vivre en tant que nation. Quel est le diagnostic de la situation de la RDC aujourd'hui? Pour me résumer, je dirais simplement qu'il y a, qu'est-ce que je peux dire, une contradiction entre toutes les richesses dont dispose le pays et la façon dont le peuple congolais vit. Nous sommes classés aujourd'hui le pays le plus pauvre
de la planète. Le plus pauvre de la planète, quand on regarde le PIB par habitant, PIB c'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant, on trouve que nous avons 394 $, qui est le plus bas possible, non pas simplement par comparaison donc aux pays africains, mais par comparaison à tous les pays du monde. Et on trouve des petits pays, même des petits pays africains, qui sont mieux placés que nous. Je vous donne donc un petit pays, l'exemple d'un petit pays que j'ai toujours évoqué quand j'essaie de comparer donc la vie dans notre pays, c'est les îles du Cap-Vert. Quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert il y a 20 ans, le PIB par habitant était de 170 $. 20 ans plus tard, le PIB par habitant du Cap-Vert est de 4 500 $, c'est-à-dire 20 fois quelque chose comme ça, plus 20 fois le PIB de la RDC. Je me suis posé la question de savoir comment expliquer qu'un petit pays comme celui-là, qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, qui n'a pas une grande population, puisse arriver à se débrouiller mieux que le mien, où nous avons toutes ces richesses nombreuses dont on a toujours parlé. Et je voudrais juste, pour vous donner donc une idée de comparaison, vous mentionner quelques richesses dont dispose la République démocratique du Congo. Notre pays est non seulement l'un des plus grands aujourd'hui en Afrique, mais dispose l'une des plus grandes populations. En Afrique, nous sommes simplement derrière le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. Nous sommes aujourd'hui comptés, je ne sais pas si tout le monde est conscient de ça, nous avons une population de 80 millions d'habitants. Donc on est une grande nation. En termes de richesses naturelles, le Congo regorge des ressources, comment on appelle, les métaux précieux, donc le nombre des minéraux métaux précieux dont dispose donc le sous-sol congolais s'évalue donc à 24 000 milliards de $. 24 000 milliards de $, c'est-à-dire le produit intérieur brut donc, des États-Unis d'Amérique, plus le produit intérieur brut de l'Union européenne. Donc nous sommes un pays potentiellement riche. Alors, avec donc ce niveau de ressources-là, sans compter des choses telles que les forêts, les réserves d'eau et d'autres potentialités telles que l'énergie, par exemple, donc les potentialités hydroélectriques, les barrages d'Inga et consorts. Donc nous sommes une nation qui pouvait vivre ou qui pouvait avoir donc sa population vivre convenablement. Alors il y a quelque chose que nous faisons qui fait que ces ressources naturelles ne profitent pas à la population congolaise. Je me suis posé cette question, que faire pour que nous puissions transformer ces ressources naturelles dont dispose donc notre pays en richesses réelles qui peuvent nous permettre à chacun de nous de vivre correctement. Alors, avant de répondre donc à cette question, je me suis dit, quels sont les obstacles, quels sont donc les préalables au développement? Qu'est-ce que les pays font normalement pour arriver donc à aller de l'avant, à progresser, à se développer? Ces préalables au développement, je les retrouve dans les présentations qui ont été faites ici. Le premier préalable, c'est la paix et la sécurité. On ne peut rien faire dans un pays s'il n'y a pas de paix. Tous les efforts, toutes les ressources vont être utilisées pour pouvoir financer la guerre, pour pouvoir donc acheter des armes, pour pouvoir éteindre les rébellions. Donc on est distrait en réalité. Donc le premier préalable que nous devons chercher donc à mettre en place, c'est la paix intérieure et la sécurité, pour que nous puissions nous concentrer maintenant aux efforts de développement dans notre pays. Deuxième préalable, c'est avoir un leadership politique légitime, qui est assis sur, qui a la légitimité pour nous, qui représente les gens. Malheureusement, je constate que vous avez tous vécu l'exemple donc de 2011. Quand il y a des élections, à la fin des élections, on n'arrive pas donc à honorer donc le choix du peuple. Et tant que nous avons donc ce genre d'environnement, j'estime que nous ne sommes pas préparés ou nous ne sommes pas prêts à pouvoir donc mettre le Congo sur la voie de développement économique et social donc durable. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des élections de 2016. Bon, un pays normal ne devait pas être en train de discuter si on doit avoir des élections ou pas. La CENI devait automatiquement organiser ces choses-là. Tous les 5 ans, moi qui vis aux États-Unis, je n'ai jamais entendu parler de l'absence des ressources pour organiser des élections. Les États-Unis sont beaucoup plus complexes que le Congo démocratique. Donc, je considère que doter donc le pays d'un leadership qui a la légitimité populaire, c'est l'un des préalables importants au développement du pays. Troisième obstacle, troisième préalable, c'est la gouvernance.
Quand on parle de gouvernance, le mot est très vague, mais ça inclut beaucoup de choses. Mais pour me résumer donc là-dessus, je dirais simplement que les ressources publiques doivent pouvoir aller dans le budget de l'État, et ce budget de l'État doit être utilisé pour faire des allocations, pour financer des projets spécifiques qui permettent donc au pays d'aller de l'avant. Quelle est la situation de notre pays aujourd'hui? On dit, moi je me base sur des rapports qui sont préparés par des organisations internationales pour évaluer si nous avons une bonne gouvernance ou pas. Il y a une ONG qu'on appelle Transparency International qui chaque année classe les pays d'après le niveau de corruption. La RDC a cette triste réputation d'être considérée comme étant l'un des pays les plus corrompus de la planète. Ça, c'est Transparency International qui le dit. Alors, nous pouvons contester cela par orgueil, mais je regarde aussi ce que disent d'autres organisations qui sont non seulement africaines, mais même certaines personnalités congolaises. Je regarde le panel des experts africains qui était dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que 85% des revenus provenant de l'exploitation des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. 85%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que cela veut dire, c'est que le budget de l'État que nous avons, donc, qui est de 9 milliards de dollars, représente à peine 15%, parce qu'on dit que 85% n'entrent pas dans les caisses de l'État. Alors, vous vous rendez compte, 8 fois plus le budget de l'État se trouve en dehors, dans les poches privées, alors que nous avons besoin de ces ressources pour financer donc, le développement. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Troisième indicateur qui me permet de penser aussi que la gouvernance congolaise est pourrie, elle a besoin donc d'être changée, c'est les déclarations faites par notre propre conseiller spécial du président en matière de lutte contre la corruption, Luzolo Bambi. Qu'est-ce qu'il dit? Le Congo perd chaque année 10 et 15 milliards de dollars en termes de fraude fiscale et aussi de détournement de fonds publics. Mais réfléchissons un peu. Si on prend 10 milliards, plus 15 milliards, on a 25. 25, on ajoute donc au budget du pays qui est de 9 milliards. Le pays peut déjà avoir un budget d'à peu près 34 milliards de dollars. C'est suffisant pour ne pas aller tout le temps demander de l'argent auprès des bailleurs de fonds. Donc, voilà brièvement donc, ce qui me permet donc, de penser que nous avons un grand problème de prise de conscience pour que nous puissions donc remettre le pays sur la voie d'un développement économique et social durable. On a besoin donc de faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, pour me résumer, pour ne pas prendre très longtemps, toutes ces idées, je les ai résumées dans un livre que je viens de publier, qui s'intitule La force du changement, et je crois qu'Alexis est ici ou quoi? Ah, Alexis est là. Voilà, donc Alexis donc, a le livre, ceux qui veulent donc le lire, ils peuvent s'adresser à lui, il est disponible, et je sais que Jean-Marie Moukania a dû avoir donc, une copie donc, hier, qui va l'inspirer certainement pour la mise à jour peut-être donc, du projet de société de presse. Merci. Merci Noël, je te remercie parce que j'ai envie de dire que ça fait longtemps que j'assiste aux réunions du l'UDPS et qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient nous féliciter sans nous interpeller. Que fait l'UDPS pour? Que fait l'UDPS pour? Donc, merci beaucoup. Que ça pierre. Je vous informe que quand vous parlez de l'historique de l'UDPS, la lettre des 13 parlementaires, j'étais l'une des premières personnes à avoir lu la lettre avant qu'elle soit publiée et à l'avoir ramenée ici en Belgique avec Jean-Baptiste Kabouya et l'avoir remise donc aux journalistes. Donc, je le participé. En conclusion, un vibrant hommage a été rendu au président Etienne Tshisekedi en tant que père de la démocratie congolaise. Merci à tous et à très bientôt.